Bonjour, c'est Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Pour commencer cette émission, je reçois Sophie Henry, déléguée générale du CMAP. Sophie Henry, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir aujourd'hui. Je vous en prie. Alors on va commencer avec un sujet d'actualité, la certification des plateformes de conciliation, de médiation et d'arbitrage en ligne. Alors avant d'évoquer la certification, que sont ces plateformes, que font-elles ? Alors ces plateformes de médiation, de conciliation et d'arbitrage en ligne, je vais parler du marché français. Il y en a à peu près une vingtaine en France aujourd'hui. C'est un marché embryonnaire, c'est un marché naissant. Ça concerne, alors c'est très disparate en termes d'acteurs, donc on a des professions réglementées, les avocats, les huissiers s'y sont mis déjà depuis quelque temps, des institutions, des centres de médiation et d'arbitrage qui ont souhaité digitaliser leurs procédures, et puis de nouveaux acteurs, des legal tech qui s'intéressent au marché de la résolution des conflits. Donc disparité des acteurs, mais aussi disparité des prestations proposées. Ça va de la simple mise en relation de personnes en conflit à la digitalisation des procédures, les échanges de pièces, les visioconférences, jusqu'à des décisions rendues par des algorithmes en ligne. Donc vous voyez un marché qui nécessite un peu d'encadrement. Alors justement, le ministère de la Justice a souhaité encadrer ces plateformes et propose une certification. Qu'est-ce que cette certification ? Alors, cette certification, la première chose qui est très importante à savoir, c'est que c'est une certification sur la base du volontariat. C'est-à-dire que le ministère de la Justice a souhaité proposer un label, mais les plateformes en ligne ne sont pas obligées de s'y soumettre. Donc, c'est plutôt une garantie pour les justiciables d'une prestation de qualité. Donc, il faudra que le justiciable comprenne l'intérêt de recourir à des plateformes qui ont ce label. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que ce marché, je vous le disais, de la résolution des conflits en ligne est en train de se démocratiser. Il y a eu beaucoup de textes déjà sur la médiation ces dernières années. Vous avez d'ailleurs invité à plusieurs reprises pour en parler. Donc la médiation, on en parle. Le dernier décret de janvier 2020 prévoit maintenant que pour les litiges de moins de 5 000 €, il y aura une médiation obligatoire. Donc on veut désengorger les tribunaux et en cette période de crise sanitaire, ça a encore plus de valeur, cette digitalisation de la médiation parce qu'on prône la distanciation sociale et donc la relation en direct s'éloigne. Donc il y a une vraie démocratisation de la médiation. Il y a une démocratisation aussi de l'arbitrage, puisqu'avant, c'était destiné aux litiges commerciaux internationaux. Mais aujourd'hui, les pans de l'arbitrage vont vers d'autres matières, comme le droit du travail. Donc, vous imaginez un marché en grande émergence. Donc, c'est très important de cadrer tout ça. Alors, sur votre question, concrètement, comment ça va fonctionner ? Voilà, alors, l'arrêté du 23 décembre 2020 prévoit plusieurs critères, donc je ne vais pas les énoncer là, ils sont dans cet arrêté et on peut s'y référer, mais en grande ligne, c'est donner encore une fois des garanties sur la protection des données à caractère personnel, sur la confidentialité des échanges, des pièces, et puis sur celle de la décision qui sera rendue, des critères sur la diligence, c'est-à-dire que les plateformes devront respecter les délais qu'elles ont annoncés, sur la compétence, je vais y revenir, et bien évidemment sur l'indépendance et l'impartialité des acteurs. Alors, sur la compétence, là, il y a une grande avancée dans ce décret, c'est que pour la première fois, le décret va donner plus de détails sur la formation des médiateurs et des arbitres. Donc, on est à 60 heures pour la médiation, ce qui correspond à la moyenne de nos voisins européens, parce que le CMAP avait travaillé il y a quelques années avec la Commission européenne, on avait fait une enquête sur tous les États de l'Union, et c'était à peu près une 60aine d'heures de formation. Donc, on s'aligne sur nos voisins européens. En arbitrage, vous le savez, c'est plus technique. Donc là, l'arrêté prévoit qu'il faut 4 ans d'études juridiques et 30 heures de formation à l'arbitrage ou une justification de 3 ans d'expérience de la pratique arbitrale. Donc vous voyez un encadrement de la formation. Et puis un autre point très important, Arnaud, c'est que le ministère a souhaité qu'il y ait toujours une présence humaine, c'est-à-dire que ce ne seront pas des algorithmes qui vont rendre la décision en matière d'arbitrage ou accompagner la décision en matière de médiation ou de conciliation. Il y aura toujours un tiers qui accompagnera à la décision qui sera rendue, à la solution qui sera trouvée. Et ça, c'est très important et on y est très attaché. Alors pour conclure sur ce sujet, qu'est-ce que vous pensez de ce dispositif ?
Alors, on est très heureux de cette première avancée sur l'encadrement. Alors, il faut que ça reste léger, cet encadrement. On veut bien évidemment pas une réglementation lourde. Ce ne sont pas des professions réglementées, vous le savez, les médiateurs et les arbitres, mais il faut rassurer le justiciable. Donc, c'est une très, très bonne première avancée. Ce qui sera important, c'est que le ministère de la Justice fasse connaître ce label. Et donc, j'espère qu'il prendra les moyens pour faire connaître ce label. Et puis, on est très heureux au CMAP parce que la question de la compétence, on y est très attaché. On a un centre de formation, on est très attaché à la formation des médiateurs et des arbitres. Et puis, on place toujours l'humain au cœur des mardes. Donc ça aussi, c'est conforme aux valeurs du CMAP. Donc, longue vie à ce décret. Sophie Henry, merci pour cet éclairage. Merci Arnaud. Au revoir. Alors vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler Legal Operations et pour évoquer ce sujet, je reçois Émilie Letocard-Calam, responsable de la commission LegalOps de la FJE, également consultante spécialisée dans ces questions justement de Legal Operations. Émilie, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors, que sont ces Legal Operations, appelées également LegalOps ? Alors, ma réponse va se faire en 2 temps. En fait, il faut distinguer les LegalOps et les Legal Operations Managers. Ce qu'on appelle LegalOps, c'est les Legal Operations, et c'est l'ensemble des process qui vont avoir vocation à optimiser le fonctionnement de la direction juridique. Le but, c'est de délivrer le meilleur service possible aux clients qu'on appelle les end-users, donc les clients de la direction juridique, c'est les opérationnels. C'est le principe d'excellence opérationnelle et organisationnelle appliqué à la direction juridique. Ça va prendre plusieurs formes, ça peut être le knowledge management, ça peut être la communication claire, le legal design, ça peut être l'implémentation de process, mais aussi d'outils, tout ce qui est digitalisation et aussi la gestion des budgets. Les Legal Operation Managers, eux, ce sont les personnes qui vont venir centraliser l'intégralité des missions que je vous cite et qui vont venir avoir une vision stratégique, digitale ou numérique comme on dit, donc la vision stratégique de la direction juridique pour s'assurer qu'elle est toujours alignée avec la direction fonctionnelle de la direction juridique qui elle-même doit être alignée avec la direction économique de l'entreprise. Alors que font ces Legal Operation Managers ? Alors ils vont porter plusieurs projets transverses comme je vous le disais, donc ça va être, déjà il faut que je clarifie un point, ça peut être ou non des juristes, ça va être vraiment des personnes qui sont boîte à idées, boîte à outils. Donc soit vous avez des profils juridiques qui par définition vont avoir une ouverture d'esprit, un tropisme organisationnel fort évidemment, mais aussi plein d'idées, et donc parfois une double formation mais pas nécessairement. Et puis parfois on trouve des personnes qui ne sont pas juristes, qui vont venir d'un background financier ou plus ingénieurs, qui eux-mêmes sont très organisés comme chacun sait. Donc ils vont porter les sujets de conduite du changement. La conduite du changement c'est très important dans les entreprises puisqu'il ne s'agit pas simplement d'implémenter le bon outil mais d'accompagner. La communication, la formation, tout ça, ça fait partie de ces sujets. Il faut embarquer les équipes et ils vont porter tous ces sujets pour pouvoir délivrer le meilleur conseil juridique à la fois auprès de la direction générale mais également auprès des opérationnels. Alors je le disais en introduction, vous êtes également responsable donc, de la commission LegalOps de la FJE. Oui. Quels vont être les objectifs de cette commission ? Alors la commission, elle a été créée donc à mon initiative au sein de la FJE avec l'aide de 5 autres juristes extraordinaires qui sont LegalOps également ou qui ont vocation à l'être dans les prochains mois. Et justement, ça a été créé à l'initiative de plusieurs demandes qui m'avaient été faites de personnes avec lesquelles je me suis entretenue dans cette dernière année qui trouvaient qu'il manquait d'un lieu d'échange entre personnes LegalOps ou ayant vocation à le devenir, ou des personnes qui s'intéressaient aux Legal Operations au sens large. Et donc c'est un point de ralliement central, associatif, qui va permettre l'échange des bonnes pratiques, à la fois aux personnes qui sont en poste aujourd'hui, donc avec un niveau avancé et qui souhaitent implémenter des process et donc partager ensemble leurs problématiques, mais également des personnes qui ont vocation à prendre des fonctions de LegalOps bientôt et qui souhaitent s'essayer à vendre la fonction auprès de leur direction juridique. Et également, on s'adresse aux directeurs ou directrices ou responsables juridiques qui sont intéressés par ce sujet-là, qui souhaiteraient identifier quelqu'un dans leurs équipes pour pouvoir leur faire porter cette thématique de Legal Operations. Donc on va délivrer dans les prochains mois un ensemble de documents, que ce soit des checklists, des petits guides d'usage, des webinars, des conférences, pas mal de documents de support pour les aider justement à appréhender la fonction, et ça va aller du sujet des KPI à la digitalisation, à l'implémentation de sujets, à la gestion budgétaire. C'est noté, Émilie. Merci d'être venue sur le plateau de Lex Inside. Je vous en prie, merci beaucoup.
Alors on a parlé Legal Operations, maintenant on va parler Digital Services Act avec Adrien Badevant, fondateur de Badevant Avocats. Adrien, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que le Digital Services Act? Donc le Digital Services Act, c'est un règlement européen qui vient préciser les règles qui vont être applicables aux plateformes numériques pour lutter contre les contenus illégaux. Donc comme vous le savez, ça s'inscrit dans un contexte où il y a beaucoup de haine en ligne, beaucoup de propos qui peuvent être du harcèlement, de l'apologie du terrorisme. Et donc on essaie de responsabiliser les sites internet en harmonisant les règles qui vont s'appliquer dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Et puisque c'est un règlement, le texte va entrer en vigueur sans loi de transposition. Alors grosso modo, le calendrier, on l'a en tête? Alors c'est un texte qui est toujours en cours de discussion. La France va très certainement pré-transposer par une loi ces obligations-là, puisqu'on est dans un contexte encore qui est très marqué. On l'a vu encore récemment, Trump, la destitution numérique. Donc il y a beaucoup de provocations à la discrimination, il y a beaucoup de polémiques avec de nombreuses plateformes numériques. Et le juste milieu reste à trouver. Donc le calendrier n'est pas encore complètement déterminé. Mais lorsqu'il va arriver au niveau européen, ça va être une refonte de cette directive e-commerce qui datait des années 2000 en fait. Donc c'était il y a plus de 20 ans. Et donc, on va réussir peut-être à structurer tout un nouveau pan de la régulation numérique en Europe pour les 10 prochaines années. Alors, quels sont les domaines concernés par ce règlement? Donc, les domaines, ce sont toutes les plateformes en ligne, c'est les intermédiaires, ça peut être les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les marketplaces, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, toutes les plateformes de partage de vidéos, de contenus, d'images. Et en fait, toute la question qui se pose, c'est dans quel contexte on doit parfois déréférencer, retirer des contenus ou au contraire les laisser. Et on va permettre à ces plateformes qui jusque-là bénéficiaient d'une dichotomie un peu trop caricaturale entre d'une part les éditeurs et les hébergeurs. Vous savez, quand vous êtes éditeur, vous êtes responsable des contenus. Quand vous êtes hébergeur, vous bénéficiez d'une forme d'irresponsabilité tant que le contenu ne vous est pas notifié. Et donc demain, vous aurez des obligations de moyens qui vont en fait, un peu comme dans le RGPD sur les données personnelles, demander à chacun de ces acteurs de rendre compte des mesures qu'ils ont pris, des mécanismes pour s'opposer au retrait d'un tweet ou pour contester ces décisions, ou si ces décisions ont été enlevées par un humain, par un robot. Et donc on va avoir de plus en plus des redditions de comptes avec une forme d'accountability, de compliance. Et c'est un peu l'image du RGPD sur les services numériques, si vous le voulez. Et pour vous, c'est un bon dispositif? C'est un dispositif qui est fondamental. On est en train de vivre un moment pionnier en Europe où on est en train de réguler tout le marché numérique avec le DSA, donc le Digital Services Act, et son cousin qui est le DMA, le Digital Market Act. On essaie de responsabiliser l'ensemble des acteurs avec des niveaux de sanctions qui vont être plus élevés. Ça va aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est des montants un peu similaires que pour le RGPD. Et les autorités qui vont superviser tout cela, un peu à l'image de la CNIL ici, ça va être le CSA en France, qui va bientôt fusionner pour devenir l'ARCOM. Et donc vous allez avoir une montée en puissance de la compliance. Et on espère tous que ça sera de manière aussi pragmatique que possible. Adrien Badevant, merci pour votre éclairage. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Lex Inside.